Donc, entre peur et fierté, quelle éthique de l'innovation? C'est parfait. Merci de votre patience. Donc, Dominique est philosophe, membre du conseil d'orientation de l'espace éthique. Et je vais vous présenter un petit peu quelque chose qui est à la fois issu de notre réflexion collégiale au sein de l'espace éthique, mais aussi quelque chose que j'avais en partie présenté lors de la journée de l'INSERM des comités éthiques institutionnels, parce qu'on a une journée annuelle des comités éthiques institutionnels avec Jean-François Delfrécy, et nous avait été posée la question de la sobriété en matière d'innovation, donc on a essayé de retravailler un petit peu cette éthique de l'innovation. Alors entre peur et fierté, quelle éthique de l'innovation? On est dans un siècle où on innove beaucoup, où les progrès scientifiques ont été considérables. Le CCNE parle régulièrement de saut technologique dans ses écrits. Quelques mots rapidement aussi sur la perception qu'ont les soignants des innovations en santé. Dans l'avis 115 du CCNE, du Comité consultatif national d'éthique, on peut lire que le personnel soignant est comme le ver grossissant de la société. Il a les mêmes interrogations que la société dans son ensemble. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est important aussi de comprendre que la réflexion éthique, c'est simplement regarder ensemble une question et permettre aussi aux représentations que les uns et les autres peuvent avoir d'intégrer une discussion dans une optique éthique. C'est l'idée d'éthique de la discussion. Donc vous voyez quelques grandes questions qui peuvent être soulevées, la question des prélèvements à cœur battant, ce qu'on appelle les prélèvements Maastricht 3. Si ça concerne un malade mental, quid de son consentement? Est-ce qu'on peut le considérer comme éclairé? La question de l'affiliation et du bébé médicament, la question de l'embryon comme personne humaine, c'est une bonne question potentielle selon le Comité consultatif national d'éthique. À la fois, dans les représentations sociales, encore une fois, on entend rarement une mère dire « j'attends un embryon ». La mère va vous dire « j'attends un enfant ». Donc, ça pose la question de ce qui est légal, pas légal. Parfois, quand c'est légal, c'est pas forcément éthique. Parfois, c'est à la fois éthique et légal. Bon, là, je pense notamment à l'avortement. C'est des questions éthiques qui sont nécessaires à notre temps de se reposer régulièrement en comprenant la différence entre le registre légal et le registre éthique. Quid de la pratique bioéthique? Le progrès technologique fascine, clairement. Eric, au tout début de la journée, disait on a à peine commencé la journée sur la réflexion éthique et déjà, au bout de 2 minutes, j'entends parler du numérique. Donc, effectivement, le progrès s'identifie-t-il au numérique? Bonne question. Autre question qu'on n'aborde pas souvent, c'est que la technologie n'a pas de mémoire. La mémoire est de plus en plus courte. Les erreurs, les impasses sont rapidement oubliées dans ce champ-là. Et finalement, est-ce que la société est vraiment programmée pour développer nos forces ou l'est-elle pour renforcer nos faiblesses? Aussi, ce filtre qu'on peut utiliser pour mieux comprendre la façon dont les mœurs évoluent avec les progrès et les techniques. Et parfois, on a même des auteurs, vous voyez, qui nous disent que l'intelligence artificielle alimente le grand soma des temps modernes, la fuite dans les écrans. On a parlé du droit à la déconnexion ce matin. Alors, sans reprendre ce qui avait été dit tout à l'heure sur éthique de l'évaluation et non de la validation, je pense que c'était important de bien distinguer justement l'idée d'une approche technique de l'innovation, qui est une amélioration, on s'en doute au point de vue d'une efficacité, mais après, ce qu'il faut se demander, c'est effectivement dans l'appropriation qui prend en compte et développe l'innovation, et également ensuite, finalement, est-ce qu'elle ne demande pas toujours une adaptation et un recul? Alors pour ce faire, j'avais repris déjà sur une présentation de l'oreille augmentée le mythe de Teut, l'invention de l'écriture par Platon. Donc oui. Alors, je vais lire le texte de Platon. Voici, ô roi, dit-Teus, une connaissance qui aura pour effet de rendre les Égyptiens plus instruits et plus capables de se remémorer. Mémoire aussi bien qu'instruction ont trouvé leur remède. Et le roi de répliquer, incomparable maître est-ce art, Teus, autre est l'homme qui est capable de donner le jour à l'institution d'un art, autre celui qui l'aide d'apprécier ce que cet art comporte de préjudice ou d'utilité pour les hommes qui devront en faire usage.
J'avais pris ce texte parce que dans ce texte, il y a bien cette idée que l'innovation n'a de sens que dans une approche sociale. C'est bien ce qui était rappelé là tout à l'heure, effectivement, dans la réflexion. Et il faut la sagesse du recul du gouvernant pour, effectivement, calmer peut-être les ardeurs de Teut, là, l'ibis sacré égyptien, qui est tout content de toutes ces inventions et qui pense que, naturellement, elles ne pourront qu'apporter qu'un progrès. Dans l'idée de progrès, il y a toujours l'idée, effectivement, d'une amélioration, mais il y a au sens l'idée d'une avancée qui doit se faire pour tous, ce qui était rappelé aussi tout à l'heure. Alors là, j'ai repris simplement au passage ce qui était aussi donné tout à l'heure sur la fin de la référence à Hippocrate, c'est-à-dire l'importance de l'utilité. En fait, on l'a aussi en philosophie. On ne s'agit pas de savoir si l'innovation est un bien ou un mal, mais ce qu'il y a de bon dans une innovation. Et à partir de là, Spinoza, par exemple, reprend le principe de l'utile, avec après une réflexion là, que certains connaissent, où il dit que la musique est bonne pour l'affligé, elle est mauvaise par contre, non, elle est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé, et par contre pour le sourd, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Donc, au fond, tout dépend à qui on s'adresse. Alors, apprivoiser l'intimité de la pensée avec l'implant cérébral, une question épineuse en neuropsychiatrie, en neurosciences. On parlait de l'intimité tout à l'heure, le respect de la vie privée et de l'intimité avec Ozoai et l'oreille augmentée du soignant. Eh bien, vous voyez, par exemple, on peut prendre une innovation technologique qui a fait permis une publication dans Lancet et qui rend fier, c'est l'interface cerveau-machine avec un implant peu invasif. Et on parle de technique du pont digital, donc quand il y a une atteinte de la moelle épinière, on arrive parfois à contourner et à récupérer ainsi de l'autonomie, de la motricité, de la validité. Ça, on est plutôt dans la fierté, on va dire. On dit c'est même incroyable. Il y a des innovations qui inquiètent. L'exemple, c'est l'implant neuronal de 1000 électrodes dans le cerveau d'un être humain. C'est ce qu'a fait Elon Musk et son projet Neuralink. Ça pose au moins 3 questions. Ces implants invasifs feront-ils partie de notre esprit? Ces implants seront-ils liés à nos intentions? Et seront-ils même source de pensée étendue? Et ça va donc nous obliger à réfléchir aussi, comme l'a fait Raphaël Gaillard dans un livre que je vous conseille, sur l'homme augmenté. Quelle frontière entre réparation et augmentation? L'homme augmenté et l'hybridation des cerveaux. Comme le dit Raphaël, la science incorpore aujourd'hui de la technologie dans nos cerveaux humains. Donc on est dans une époque où à la fois on a l'impression qu'on robotise de plus en plus l'humain et en même temps qu'on humanise les machines. Donc il y a quelque chose d'un peu hybride qui nous interroge, qui nous interpelle et qui doit pouvoir nous faire réfléchir. Dans un article qui va bientôt paraître dans la revue Éthique et Santé, on avait sollicité Pierre-Henri Duet et Jean-François Delfrécy, son équipe, sur l'éthique justement de l'innovation en santé. Ils écrivent que c'est le fondement même de la délibération éthique pluridisciplinaire qui conduira à qualifier ou non l'action entreprise de progrès pour la personne, indépendamment du caractère parfois fascinant de la technique mise en œuvre. Ces principes constituent le socle de nos sociétés, la garantie et la protection de la dignité humaine, la liberté et l'autonomie, l'égalité et la solidarité, la justice et l'équité, la transparence et l'explicabilité. Ça, c'est une source de réflexion sur l'éthique en IA, en intelligence artificielle. Il n'y a pas encore le niveau du consentement, mais il y a celui de l'information. Et dans cette information, il y a la question de l'explicabilité. Alors, ce matin, monsieur, vous ne vouliez pas de mots nouveaux. Là, j'en vais en donner 2. Le mésonéisme, c'est effectivement l'attitude de rejet par rapport à toute innovation. Et là, tout à l'heure, c'était évoqué en partie avec l'idée, effectivement, que quand même, du point de vue de l'organisation, du côté d'un certain nombre de soignants, il y a toujours un temps de retrait, peut-être par rapport à l'innovation, voire pour certains, un rejet de l'innovation. Et également, peut-être aussi du côté des résidents ou par rapport à l'oreille augmentée. Bon, apparemment, dans le cas présenté sur Brest, là, c'était parfait. J'avais entendu une autre approche où, finalement, certains résidents étaient effectivement quand même soupçonneux par rapport à l'usage que l'on pouvait faire de l'oreille augmentée. En psychiatrie ou en psychopathologie, la misonéisme, c'est la phobie de la nouveauté. Donc, vous voyez, c'est assez proche de ce sens-là, en fait. Alors, je vais le rapprocher d'un autre terme aussi, misologie.
là, qui est aussi chez Platon. Donc là, c'est par rapport à la question des discours qui cherchent à démontrer quelque chose. Et à un moment donné, là, c'est un moment dramatique dans le Phédon, puisque Socrate est en train d'essayer de démontrer qu'il y a une immortalité de l'âme. Et donc, effectivement, il est pris là dans des arguments où on essaye un petit peu de le coincer. Et il prévient ses interlocuteurs qu'il faut faire attention à la misologie comme une haine de la raison, une haine du discours, peut-être parce qu'on a fait trop confiance au discours. Et là, il fait un parallèle que l'on fait tous après dans ces registres, avec la misanthropie, par exemple, puisqu'effectivement, c'est une trop grande confiance qui, paradoxalement, entraîne ensuite une défiance, voire un rejet. Alors, est-ce qu'on est dans un moment sociétal où il s'agit d'adhérer au progrès thérapeutique dit disruptif, une rupture par rapport aux usages, aux ambitions, aux habitudes, pardon, et qui est portée par une ambition de révolution, quelque part thérapeutique ou organisationnelle. Donc ça pose évidemment la question du coût économique et éthique, parce que le disruptif peut être vu comme un saut technologique ou un saut scientifique, mais ça peut être aussi vu comme quelque chose qui va être porteur d'un risque de désarticulation entre le je et le nous, entre l'individu et la société. L'innovation en société soulève de nombreux enjeux. On a parlé quand même aujourd'hui du caractère financier, de l'innovation, ça coûte. Et vous avez, par exemple, la question pendante des prix parfois exorbitants de certains médicaments, notamment dans le champ de l'oncologie. En tant que président du comité éthique, régulièrement, on organise des réunions comédimes où on va être amené à voir si l'établissement de santé peut participer à la prise en charge financière d'un médicament innovant qui n'est pas actuellement pris en charge par la sécurité sociale. Donc, c'est tout le problème aussi de la soutenabilité financière d'un certain nombre de thérapeutiques, et ça a été relevé comme une question d'importance par le comité éthique de l'INSERM. Alors là, de manière un peu provocatrice, j'avais apporté la référence à Schumpeter parce qu'il me semble quand même que souvent, aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on garde quand même toujours ce modèle de l'innovation économique, effectivement, avec l'idée que de toute façon, il faut une destruction pour parvenir à une création. Et peut-être que ça interroge quand même aussi philosophiquement. Alors, magnificence ou sobriété, c'est une question qu'on avait posée à la journée annuelle des comités éthiques institutionnels à Paris. Vous savez que Pic de la Mirandole, qui était un humaniste du XVe siècle, expliquait dans un ouvrage qu'il intitulait « De la dignité de l'homme » que l'essence de l'homme était précisément de ne pas avoir d'essence. Donc c'était quelque part un prédécesseur, vous savez, de l'existentialisme, de Sartre, qui expliquait que l'existence précède l'essence. Et il expliquait qu'il lui est donné à l'homme d'avoir ce qu'il souhaite, d'être ce qu'il veut, ce qui est effectivement une antienne qu'on entend un peu prendre de l'importance dans le champ de la bioéthique. Et on peut se demander si ce n'est pas cette ligne éthique que découle la bioéthique contemporaine. Parce qu'on peut le faire, on va le faire. Mais l'éthique, c'est de se dire, mais justement, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut nécessairement le faire. Il faut réfléchir. Et on parlait de l'oreille augmentée du soignant. Moi, je pense que c'est vraiment des innovations intéressantes qui se développent là à plus bas bruit. C'est moins révolutionnaire, c'est moins spectaculaire, mais c'est vraiment très très intéressant. Évidemment, il y a aussi toute la question des EHPAD hors les murs, et d'ailleurs HSTV, je ne sais pas, monsieur, oui voilà, vous êtes encore là, ou pas, mais en tout cas, il y a le projet Paloma, où il y a tout un tas de technologies qui permettent de faciliter ce qu'on appelle aujourd'hui les EHPAD hors les murs. Et donc finalement, il y a la question de quelle éthique on va approcher, notamment avec l'intelligence artificielle, et quid des relations avec les plus vulnérables d'entre nous. Là, j'avais mis une courte citation de Lévinas, ça demanderait de long développement, mais en fait, c'est bien faire comprendre que la vulnérabilité telle qu'il l'entend, c'est effectivement, je suis responsable de la responsabilité de l'autre, c'est sa formule aussi, et à partir de là, effectivement, ne jamais envisager l'innovation par rapport à mon propre point de vue,
quel qu'il soit, mais bien dans une altérité qui reste effectivement un infini indéfinissable. Canguilhem aussi me semblait intéressant sur ce registre, parce que déjà par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, Canguilhem, là au moins dans la version de 64 de Normal et du pathologique dans le complément, dit bien que le social précède effectivement toujours dans l'ordre de la santé par rapport à du médical, et l'innovation, lui, il la voit finalement déjà dans une dimension organique permanente, puisqu'effectivement, c'est sans cesse une vie qui doit amener effectivement une nouvelle valeur dans ce qu'il appelle lui-même effectivement une normativité vitale. Enfin, pour terminer, je voudrais vous dire que beaucoup aujourd'hui de disciplines réfléchissent à l'innovation, réfléchissent aussi à l'intelligence artificielle. Je termine là-dessus puisqu'on va mener une journée régionale, la deuxième journée régionale du numérique en santé à Rennes le 3 octobre, avec Mme Siroussi, avec Claude Kirchner du CCNE du numérique. Et dans une expérience récente, un professeur de droit public, Dominique Rousseau, a travaillé avec ses étudiants pendant 6 mois sur qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme nouvelle déclaration universelle des droits de l'homme. Et au bout de 6 mois, ils ont comparé leurs projets et ce que ChatGPT pouvait produire quand on lui pose la question. Et finalement, ils se sont rendus compte que ce que produisait l'intelligence artificielle dans un domaine comme celui aussi important que les droits humains et leur portée universelle, eh bien, la conclusion qu'il en tire, c'est que les évolutions sociétales restent en dehors de sa portée. Il explique que les apprentis juristes vont plutôt consacrer des choses innovantes comme la protection importante des droits numériques, précisément, ou ceux de la nature. Vous savez, avec cette perspective d'écocentrisme juridique, c'est-à-dire on va donner une personnalité morale à un fleuve, on va donner une personnalité morale à une part de notre environnement qu'il nous faut préserver, puisque vous savez que la question environnementale aujourd'hui doit être aussi très importante dans nos réflexions. Donc finalement, sa conclusion, c'est que l'intelligence artificielle est moins inclusive, et ça nous interroge aussi par rapport aux innovations dont on a traité toute cet après-midi. Elle est moins précise, et là aussi, moi, ça m'a un peu surpris, je pensais que l'intelligence artificielle était nécessairement plus précise, eh bien non, et elle est moins nuancée, ça je le pensais un peu à l'avance, mais bon voilà, c'était une possibilité autre de le regarder, donc il y a aussi du champ pour l'innovation pédagogique. Donc en conclusion, j'aime bien cette phrase d'Albert Camus et je vous la propose pour terminer cette présentation qui se veut nécessairement insuffisante dans le sens où il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu évoquer. Cette idée, c'est nous avons oublié cette fierté qui est fidélité à nos limites. Donc vous voyez, il y a l'hybris d'un côté, la démesure, et puis il y a le sens de la mesure de l'autre, qui est effectivement ce qui caractérise l'humain, et la protection de l'humain est au centre évidemment de la réflexion éthique. Donc ce que je vous invite à faire au final, c'est de passer de la magnificence que Pic de la Mirandole mettait comme finalement principe indépassable de l'humanisme à la sobriété pour essayer d'avoir effectivement un rapport plus nuancé, plus inclusif, plus mesuré à notre monde commun, à notre environnement, à la fois externe mais aussi interne à l'intérieur de nous. Je crois que c'est important tout ce qui a été dit ce matin. Je pense à la question des addictions, des réseaux sociaux. Enfin, c'est une question qu'on aura à retraiter ensemble dans certaines journées, je pense. Et avant de terminer, je voudrais remercier infiniment Dominique parce qu'il arrive toujours à nous permettre d'avoir un regard plus philosophique. Et l'éthique, c'est aussi de la philosophie, c'est peut-être d'abord de la philosophie. Et pour ceux ou celles qui seront curieux, puisqu'on va bientôt sortir un livre sur l'incertitude en santé, aux éditions LEH, il a écrit un très très beau chapitre où il nous parle excellemment de Georges Canguilhem. Il a le secret de nous faire comprendre l'infinie nuance de Georges Canguilhem et d'Emmanuel Levinas, qui n'est pas gagné, n'est pas facile. Donc je voulais le remercier devant vous et
et lui dire à quel point on est heureux de l'avoir au sein de notre conseil d'orientation. Merci de votre attention. Casagrande qui nous permettra de conclure cette belle journée. Ce que je pouvais avoir à vous dire, ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans une journée éthique comme ça, parce que j'étais dans une bulle de la politique publique, à titre personnel, pendant quelques mois en cabinet, et ensuite je suis arrivée dans l'aventure de la commission inceste et violences sexuelles sur mineurs, la CIVIS, qui est une aventure exigeante et qui laisse assez peu d'espace. Et quelle joie, quel bonheur d'être ici. Et pourtant, bizarrement, ce dont j'ai envie de vous parler en conclusion, et rassurez-vous, c'est très court, c'est de la colère. De la place où je suis, il me semble que l'enjeu éthique auquel nous faisons face, c'est des immenses colères, de plein de formes. Quand on est en cabinet ministériel, évidemment, hein, dans une échelle de politique publique, on voit d'abord ça. On voit les limites, les injustices. On est dans des cris, et des cris vrais. Il y a des postures aussi, bien sûr. Il y a des jeux de rôle, hein, bien sûr. On les connaît, d'ailleurs, un peu partout, les jeux de rôle et les postures. Mais pour ma part, je rebondis sur l'intervention de tout à l'heure des représentants des usagers. C'est beaucoup de colère de personnes qui cherchent des places, qui cherchent à être entendues, qui cherchent à ce que quelque chose soit dit sur cette erreur médicale, sur ce dispositif qui n'avance pas, ce financement qui vient d'être retiré, cette blessure qui ne guérit pas. Et alors, comment vous dire qu'à la CIVIS, bien sûr, vous en doutez, hein, c'est une immense tornade de colère. Et je pense qu'il y a là quelque chose à dire pour l'éthique. Alors, quand on est en cabinet, on a des chances. Et donc, moi, un de mes souvenirs, évidemment, très forts, que j'ai retrouvé aujourd'hui avec grande joie, c'est d'avoir pu, de la colère des lettres des familles que je recevais au cabinet, pour le ministre, hein, c'était pas moi, évidemment, faire cette mission de Laurent Frémont sur la question des visites des familles. C'était une extraordinaire chance avec Roger Gilles, dont il a été question, et avec Julie Michaud et avec d'autres, de pouvoir essayer de prendre la colère et la tenir, en fait. Pas en tant que telle, bien sûr, mais avec la conviction qu'il y avait certainement des choses à admettre, des excuses à poser, des deuils aussi à faire, plein de deuils de plein de manières. Eh bien, pour moi, au fond, quand même, et puis que dire, et c'est évidemment avec beaucoup de gratitude que je dis ça devant les deux personnes de l'Agence régionale de santé qui sont là, tous les signalements de maltraitance qui me remontaient. Et moi, je n'avais aucun moyen, bien entendu, de savoir s'il y avait une véracité dans ce qui m'était dit ou pas. Et on est dans une situation impossible, et les cadres et les encadrants ici le savent parfaitement. On est sommé par une souffrance intenable de répondre, et de répondre de choses dont on ignore tout, puisqu'on n'y était pas. Et pourtant, dans le même temps, il faut se tourner vers le terrain avec une confiance absolue, et plus qu'une confiance, ça a été beaucoup évoqué sur le management, plus qu'une confiance, une conviction que chaque soignant, que chaque professionnel, que chaque éducateur spécialisé, que chaque auxiliaire de puériculture, que chaque jardinier, que chaque cuisinier fait le mieux avec un immense respect, avec une immense envie d'être dans le métier qui est le sien. Et donc c'est impossible, en fait. On est sommé de répondre de quelque chose de terriblement incandescent de colère, et en même temps, on ne peut durablement, ça a été dit, être dans la construction éthique, parce que l'instituer, c'est ce qui fait durable, que par et avec la confiance. Ça, je trouve ça un peu compliqué, et en fait, je pense qu'il y a quelque chose là qui dit et qui parle d'éthique. Quelle est la discipline, le lieu, l'espace mental de la rencontre entre la plus grande colère et la plus grande confiance? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et je pense que c'est en tout cas pas la technique qui est le lieu de cette rencontre-là. Il y a à retenir, pour faire tenir cet espace, me semble-t-il, on l'entend beaucoup ici, on l'a entendu beaucoup toute la journée, quelque chose d'une partialité multidirectionnelle.
La partialité multidirectionnelle, qui est, vous le savez, un héritage de la pensée thérapeutique d'un penseur qui s'appelle Nagy, hongrois, puis il a émigré aux États-Unis, travaille avec des familles. Et au fond, la partialité multidirectionnelle, c'est qu'il faut pouvoir tout ensemble être vraiment et authentiquement avec une personne dans son récit. L'une des interventions parlait d'une certaine rationalité, mais il y en a d'autres. Et puis ensuite, se tourner et authentiquement être capable d'entendre une autre rationalité. Donc on n'est pas un peu neutre et beaucoup réservé, on est avec l'autre, mais on est capable d'une partialité authentique qui va ensuite se retirer et être capable d'écouter et de faire circuler un autre point de vue. J'ai trouvé finalement que un de nos problèmes politiques, et l'éthique est politique bien sûr, puisque l'éthique c'est être ensemble, et être ensemble durablement, et être ensemble mieux, j'ai trouvé qu'un des problèmes de nos espaces de soins et d'accompagnement, c'est à quel point parfois la colère va saturer l'espace communicationnel, et elle va le saturer de deux façons, dans ce que j'ai pu en constater, dans des réunions du personnel. Quand j'étais jeune intervenante en éthique, la première fois que je suis tombée sur un climat de grève, moi j'avais une représentation d'étudiantes des climats de grève, je me disais ça doit être génial, c'est de l'émancipation, tout le monde dit non, nous brisons nos chaînes et tout, ah pas du tout, c'était horrible. Tout le monde se détestait, ça criait partout, ça dénonçait, c'était d'une tension absolument épouvantable. Pas du tout mon image de l'émancipation en tant qu'étudiante. Et finalement, j'ai pu effectivement voir que ce soit de la part d'un patient ou d'une famille, ou d'une personne en situation de handicap qui n'a pas accès aux soins, qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été entendue, que ce soit un collaborateur. On a entendu tout à l'heure une interpellation quand même forte sur une situation de harcèlement, et ce dialogue qui a été vraiment profond, je pense, sur cette question de qu'est-ce qu'on fait avec ces colères-là. Il y a la vivacité, les éclats, les feux, et on a parlé des réseaux sociaux et de leurs dommages. Je me souviens de l'un d'entre vous a parlé du risque du militantisme. Et oui, le risque du militantisme, c'est l'excès de ces feux, de ces colères qui brûlent tout. D'un autre côté, quand on n'a pas l'espace, quelqu'un a dit ce matin, mais alors je ne sais pas très bien où, malheureusement, parfois c'est dans le brasier qu'on le crée, cet espace. C'est un peu récurrent. Et donc il y a cette saturation d'espace par la colère, vivacité, éclat, feu, mais il y a aussi, vous avez peut-être vu ça, en tout cas moi j'ai cru le voir, des retraits. On a parlé de silence éthique ce matin. On a aussi constaté des atonies. Vous savez, des équipes que vous êtes en train d'essayer de... Ouh, il n'y a plus personne. Et on se doute bien que cette dévitalisation, elle a été progressive et multifactorielle, et qu'on ne sait pas très bien comment parce qu'une fois qu'elle a gagné tout le monde, c'est une espèce de minéralisation des corps et des esprits comme ça, et petit à petit, comme disait Paul Ricoeur, on passe du vivant au gisant, et du gisant au minéral. Alors on ne veut pas être minéral, et comment est-ce qu'on va refaire le circuit inverse ? Je pense que l'éthique relie, qu'elle crée des alliances. J'en ai parlé un tout petit peu parfois avec ces alliances comme ça de personnes en situation de handicap et professionnels qui accueillent ou qui forment, ou des binômes, des reliances. Allez, DRH et famille en EHPAD, quoi. Enfin, cassons l'automaticité des proximités. Et dans la journée, on a beaucoup parlé d'éthique dans les couloirs. Dans les salles de soins, des trucs ordinaires qui se faisaient. Vous avez beaucoup rappelé en EHPAD ou ailleurs que ça sortait finalement du circuit fléché. C'est ça, très bien, défléchons, mais n'oublions quand même pas que le fléché, il ressource aussi, donc on ne va pas avoir honte d'avoir besoin des deux, en fait, je pense. Il me semble que l'éthique revitalise par son extraordinaire capacité de circulation et d'enrôlement. On a entendu dans l'innovation cet après-midi, je ne sais pas vous, mais moi j'avais une espèce d'énergie qui revenait, je me disais, d'ailleurs je l'ai dit à quelques intervenants, je dis, est-ce que vous recrutez ? Mais ça me donnait l'impression que moi je voulais y aller demain, quoi.
que toute cette crise de l'attractivité des métiers, vous savez, j'en peux plus moi de cette formule, l'attractivité des métiers, j'ai l'impression que c'est une espèce de machin qu'on va me balancer à la figure, l'attractivité des métiers. Puis en plus, vous savez, quand on est en cabinet ministériel, c'est horrible parce qu'on entend toujours les mêmes formules, donc 15 fois de suite, on a le même diaporama, l'attractivité des métiers, à la fin, vraiment, on se dit, non mais je vais mourir avec ça. Et il n'y a pas du tout de ces formules toutes faites aujourd'hui, dans ce que j'ai entendu dans toute la journée. Il y a pourtant, moi ce que je ressentais, c'est cette capacité d'enrôlement de l'éthique, de fédération. Avec cette élaboration éthique, me semble-t-il, on crée des engagements dans le temps loin, dans le temps long, dans le temps de l'environnement justement dont vous avez parlé et dont il s'agit de prendre soin. Et du coup, bien sûr, vous vous en doutez, si je devais prendre une métaphore, allez, vous l'attendiez, de l'éthique et de ce que cet espace de cette journée a créé et devrait continuer à créer, je parlerai des Jeux Olympiques et Paralympiques vus par les Parisiens. Alors, on a tellement râlé avant et pendant, on était ensemble d'une manière complètement stupéfiante, ensemble dans des ensembles qu'on ne faisait pas. Personnellement, je ne suis pas du tout sportif. Hein. Je ne connais pas les règles de basket et ça ne m'intéresse pas du tout la natation, donc il faut quand même se le dire. Il y avait cet ensemble-là qui m'avait complètement défait de mes itinéraires, mais ce n'était pas seulement moi, on s'en doute, c'était des lieux, des espaces, des visages, des cohabitations. Et il y a plein de policiers partout qui avaient tous l'air complètement enchantés. Limite, ils gardaient nos enfants, quoi. C'était hallucinant. Et on râle avant, on s'émerveille pendant, et à la fin, et c'est sur ceci que je terminerai avec gratitude, c'est cette magnifique formule de Spinoza, eh bien c'est que la joie augmente le pouvoir d'agir. Et que je pense que l'éthique est une joie qui augmente notre pouvoir d'agir. Et je vous remercie.